suis Johan Rechaume, skipper de l'IMOCA Paprec Arkea. Je ne sacralise pas ce que j'ai fait, donc je n'ai pas cette sensation d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, ce qui me va très bien. J'ai même pas la mémoire de tous les moments du Tour du Monde. J'ai l'impression d'avoir navigué 2 jours. Le Vendée Globe, c'est le Tour du Monde à la voile, sans escale et sans assistance, en solitaire. On est 40 participants. On part des Sables d'Olonne en Vendée, on descend l'Atlantique, on traverse l'océan Indien, Pacifique, on fait le tour de l'Antarctique et on remonte aux Sables d'Olonne en Vendée. Je me souviens bien du jour du départ du Vendée Globe. J'ai dit au revoir à mes proches, j'ai fait quelques interviews. Bon, Johan. Merci. Au revoir à l'équipe. Allez les gars. Et le bateau, au bout d'un quart d'heure, a quitté le ponton. Et après, on a enchaîné sur la remontée du chenal. On a un départ qui s'annonce un petit peu technique. D'ailleurs, ça mollit juste sur le départ. Là, le bateau est tout lent, les Zodiacs sont arrêtés à côté. Bon, bah, ciao, hein. À bientôt. Et on entame notre tour du monde assez tranquillement. Beaucoup d'émotion aujourd'hui, hein. La descente de l'Atlantique, elle est 100% régate. Ça défile toujours autant, petite houle. Je suis méfiant sur le fait que l'avance que certains peuvent avoir peut vite se transformer en un écart énorme et peut-être irrattrapable. C'est là où il y a un petit peu de tension. Et là, on voit tout de suite le potentiel du bateau. On a trouvé du vent, ça déboîte, 27, 28, 29. Juste un petit record des 24 heures entre le Cap-Vert et le Poteau Noir. Le record, je le vole à Nicolas Luneven qui l'avait battu le 2e jour du Vendée Globe. Mec, je suis désolé, je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec. Petit plaisir personnel. On sort du Poteau Noir, ça s'accélère. Top. On est dans l'hémisphère sud, c'est bon. Et là, on va faire 8 jours, pleine vitesse, où effectivement les records des 24 heures vont tomber les uns après les autres. Ça bombardait fort, et du coup tu te retrouves allongé dans le fond du bateau, à te faire secouer, à avoir du mal à réchauffer ton plat dans ton réchaud, à compter les vis au plafond parce qu'il faut bien faire passer un peu le temps. J'arrivais même pas à taper les messages sur mon téléphone. Wow, quelle nuit intense, 30-33 toute la nuit. Là, c'est pas le moment où tu te dis j'ai vraiment envie d'être là, quoi, globalement. Je vais débarquer à peu près 3, 4e au Cap de Bonne-Espérance et ensuite passer en tête un petit peu avant l'archipel de Crozet où là on rentre dans l'Indien. Autant dans l'Indien. C'est mes premières fois dans les mers du Sud. Là on croise les premiers albatros, un peu de longue houle. On sent bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Ah voilà, Charlie Dalin. Et on va attaquer une grosse tempête qui va balayer tout l'océan Indien, qui va créer dans le groupe de tête une séparation entre Charlie Dalin et Sébastien Simon, qui eux vont prendre, on va dire, un pari un petit peu osé de rester dans son sud. Moi, je vais en fait bifurquer au nord. Je vais avoir des conditions difficiles aussi, hein, 40, 45 nœuds de vent, 8 mètres de mer. J'ai vu passer un train de houle tout à l'heure, là, il m'a un peu fait halluciner la longueur et la profondeur qu'il avait. Par contre, bah voilà, ils vont ressortir de ce scénario avec 550 000 d'avance. Quand on se rend compte qu'ils passent dans leur pari, le sentiment n'est pas très agréable. J'essaye de relativiser tout ça en me disant que j'ai fait de mon mieux, clairement. Je retrouve Seb Simon et Charlie Dalin dans le début du Pacifique. On bat le record du Pacifique allègrement de plus de 3 ou 4 jours. Et on se retrouve en approche du Cap Horn, quasiment bord à bord, à passer le Cap Horn avec 9 minutes d'écart. En plein soleil, par une belle journée, c'était juste magique. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête, un truc de malade. Clairement un des caps les plus émouvants dans toutes les navigations que j'ai pu faire à travers les années. On remonte plutôt avec des conditions douces, une petite tempête au large de l'Argentine, qui sera d'ailleurs notre 2e tempête du Tour du Monde. J'arrive à avoir jusqu'à 130 000 d'avance en arrivant dans une zone nuageuse. La progression va continuer d'être lente dans l'Atlantique. Puis Charlie arrive à traverser cette zone beaucoup plus vite que moi et prend près de 100 000 d'avance dans l'autre sens. Cette avance qu'il va prendre, en gros, il va la maintenir jusqu'à l'arrivée. C'est toujours un soulagement quand on passe la ligne d'arrivée. J'ai un peu le cerveau vide, en réalité.
Et c'est génial. C'est trop bien comme ça. Du coup, je me laisse porter. Je suis trop content de revoir tout le monde. Je suis un peu ému quand même. C'est génial, toutes ces arrivées de course où on arrive à partager un moment fort avec des gens qui ont suivi ça à terre, qui étaient hyper impliqués. C'est quand même des moments assez privilégiés. Au-delà d'avoir fini le Vendée Globe, l'autre grosse satisfaction, c'est d'avoir rendu une copie technique incroyable avec toute l'équipe. Du coup, ça implique tout le monde, puisque j'ai dû bricoler, je pense, une dizaine d'heures sur tout le Vendée Globe. Et ça, on peut vraiment, vraiment en être fier. Bonjour à tous. Alors, tout le monde se souvenait de tout ou pas? Oh, bah pas moi. Bonjour à tous, je suis trop content d'être là. Merci à la Cité de la Voile de nous accueillir. Et puis merci à toutes les classes qui sont en direct. Si j'ai bien compris, on a combien de classes en plus? Une dizaine de classes en plus, trop bien. Est-ce que vous avez tous suivi déjà tous nos autres lives qu'on a fait? Ouais, oh, trop bien, c'était cool. Voilà, bah, on va faire assez simple. On va faire juste un question-réponse, pour le mettre debout d'ailleurs. Et voilà, donc j'imagine que vous avez plein de questions. Et moi, je suis trop content de pouvoir prendre le temps de vous répondre. Donc on va faire passer un petit micro. Vous attendrez le micro pour poser votre question, qu'on l'entende tous bien. Et surtout que les gens qui sont connectés puissent l'entendre aussi. Donc bah, c'est parti si vous voulez. Qui est chaud pour la première question? Allez, on prend près de toi. Elle m'avait choisi comme skipper. Je sais pas si... Comment tu fais pour avancer sur ton bateau? Comment je le fais avancer le bateau? Comment il avance? Il avance avec le vent. Tu vois, le vent il passe dans les voiles, tu vois, il y a quand même beaucoup de surface, hein. Ça fait... c'est grand comme un jardin ou comme une maison, enfin une maison, je sais même pas combien ça fait. Et du coup le vent il passe là-dedans, c'est comme une aile d'avion. Et ça fait avancer le bateau. Voilà, donc bah, si tu prends un tout petit bateau, genre un optimiste, c'est pareil. Alors c'est plus simple, il y a une seule voile. Là, on doit choisir 8 voiles différentes, donc il faut choisir les bonnes voiles pour avancer surtout le plus vite possible, puisque le but du jeu, c'est quand même d'aller gagner une course. Et Parle bien dans le micro. Ouais. Comment t'as fait ton bateau, en fait? Comment est-ce qu'on a fabriqué le bateau? Alors, ouais, Pauline, elle est calée. On commence à avoir l'habitude, on est en pleine tournée, là. Bah, tu vois, ça, c'est l'intérieur du bateau, quand on l'a construit. Ah ouais, ça fait bizarre, hein? On est d'accord? Ouais, parce qu'on le voit de l'extérieur, d'habitude, il est tout joli, tout peint, et puis on dirait que c'est juste une boîte. Mais en fait, c'est une boîte avec à l'intérieur, tout ça, c'est que de la structure. Donc en fait, il n'y a rien de superflu, il n'y a rien d'inutile. Il n'y a que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le bateau, pour qu'il tienne, pour qu'il aille vite, voilà. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est la coque du bateau qu'on voit dans le fond, avec les structures en long, les structures en travers. Et puis ben là, il manque le pont, qui n'a pas encore été posé dessus. Et puis le cockpit, et puis tout le reste du matériel. Donc voilà, ça c'est... ça déjà, pour en arriver là, il faut plus d'1 an et demi de construction. Mais comment Ah ouais, quand même, ouais. Mais comment Je suis d'accord avec toi. En fait, ça demande... Parfois, il y a entre 50 et 100 personnes qui travaillent autour du bateau. Pendant 1 an. C'est hyper impressionnant. Voilà, on va passer le micro après. Ça te va? Parce que j'ai l'impression que tu as genre 2000 questions environ. De choisir. Non, bon, par contre, on va... Ouais, voilà, exactement. Mais en tout, comment vous avez fait pour payer les personnes qui ont construit ça? Ah, très bonne question. Ah bah voilà. Et bah les sponsors, exactement. Donc les sponsors, c'est quoi? Paprec? Qui sait ce que fait Paprec? Paprec, c'est une société où travaillent 15 000 personnes. 15 000 personnes. C'est une grosse société. Et eux, ils payent la moitié du bateau, le côté bleu, on va dire. Et personne ne sait ce que Paprec fait. Ah, vas-y, tente. Ah non, ça c'est les rouges. Bien joué. Ah, il y avait là-bas. On tente quand même. Recycler ou les déchets. Voilà, j'ai un gagnant. Recycler les déchets. Ça, c'est leur premier métier. Ça veut dire qu'ils ramassent quoi? La poubelle jaune surtout. Ils ramassent la poubelle jaune, ils ouvrent la poubelle jaune et ils séparent le plastique du carton, de l'aluminium, du métal. On le sait bien parce qu'on est allé visiter l'usine il n'y a pas très longtemps et on a vu à quoi ça ressemble. C'est une grosse installation. Ils sont partout en France et dans d'autres pays aussi.
Donc eux, ils payent la moitié du projet. Donc l'autre moitié, c'est payé par Arkea, la banque notamment, enfin beaucoup plus en termes de métier. Donc c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, groupe Arkea, tout ça. Et voilà, et donc c'est eux qui donnent de l'argent à notre équipe pour qu'on porte leurs couleurs et pour qu'on gagne des courses. Et eux, en échange, ils ont des retombées médias. Ils sont où les deux médias qui sont là? Il y a Ouest France et puis RCF. Bah, par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rapporter sur notre projet. Et ça, c'est comme si on faisait de la publicité. C'est une façon différente de faire de la publicité, mais c'est une façon de faire de la publicité. Donc voilà. Donc tout ce système-là, il est utile. C'est pour ça qu'il y a des journalistes qui nous suivent, qui nous questionnent. D'une certaine façon, c'est pour rembourser les sponsors de leur investissement. Voilà. Bonjour. Est-ce que tu as déjà vu des dauphins ou des baleines? Alors des dauphins, on en voit énormément ici en Bretagne. Beaucoup, entre les Glénans, Belle-Île. Et moi, j'en ai vu à 5 minutes de l'arrivée au Sable d'Olonne. Et des baleines, j'en ai déjà vu, mais j'en ai pas vu sur le Vendée Globe. Pour faire simple, j'ai vu des albatros. C'est quoi les albatros? On n'a pas fait le screenshot des albatros. Les albatros, ça doit être parmi les oiseaux les plus grands qui existent, en tout cas sur l'eau. Ils font 3 mètres de large. 3 mètres. 1, 2, 3. Ça, c'est quand il écarte les ailes. Il est géant. Ah ouais, eh ben tu sais quoi? C'était ma réaction quand je les ai vus. Parce qu'au début, je me disais, ah bah je vois des oiseaux. Ah bah peut-être c'est un albatros, mais je sais pas. Peut-être c'est un albatros, je sais pas. Ah, oula, lui il est gros. Lui c'est un albatros, c'est sûr. Et l'albatros, il a une particularité, c'est qu'il ne bat pas des ailes. Il fait que planer avec les vagues. Et il plane quasiment toute sa vie, sauf pour se reproduire. Voilà, il fait un peu comme le bateau. Voilà, alors on va prendre une autre question du coup. À quel âge t'as commencé la voile? Alors, j'ai commencé, tout petit, je m'en souviens pas, en croisière, parce que mon grand-père avait un bateau, et donc tous les étés, on faisait de la croisière, sur des tout petits bateaux. J'ai commencé la course à 20 ans, quand je suis allé à l'université. Donc moi, j'ai commencé assez tard, parce qu'il y en a, ils font tout ce qui est dériveur avant. Les optimistes, les 4,20, les 4,70, etc., jusqu'aux Jeux Olympiques pour certains. Et voilà, donc j'ai commencé assez tard. Est-ce que ton papa, il a un bateau? Mon père, il avait un bateau. Hélas, il a plus de bateau et ça me rend un peu triste parce que bah voilà, il est un peu trop vieux maintenant pour avoir un bateau. Et c'était un bon marin. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai traversé l'Atlantique, c'était avec mon papa. Et j'ai traversé, je pense, 3 fois l'Atlantique avec mon papa. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Bah, comment vous avez fait pour ramener le bateau au Sable d'Olonne? Ah ben, je l'ai ramené avec la course. La course a fait les Sables d'Olonne, le tour de l'Antarctique, retour au Sable d'Olonne, tu vois la carte? Donc pour finir le Vendée Globe, c'est forcément une arrivée au Sable d'Olonne. Je te l'ai déjà posé Oui, je me souviens de toi. l'interview. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as un porte-bonheur? Alors, mon petit porte-bonheur, c'était un nounours de mes filles, qui ont 7 ans et 4 ans. Voilà, c'était mignon. Mais après, j'ai pas d'autres porte-bonheur. Enfin, j'en ai un, mais je raconte pas ici. Mais Vas-y, il y attends. a eu beaucoup de tempêtes. Alors, est-ce que quelqu'un sait combien il y a eu de tempêtes? C'était dans le film. 2 tempêtes. Est-ce que 2 tempêtes, ça vous paraît beaucoup quand on va faire un tour du monde? On écoute... Ouais, c'est plutôt non. Hein. 2 tempêtes, c'est... En gros, vous voyez la flèche qui descend en haut? Ouais, bah là, c'est déjà 2 tempêtes, normalement. Ah ouais? Là, c'est 2 tempêtes. Le sud, donc là, entre le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn, normalement, t'en rajoutes 5, au moins. Et en remontant, au moins 2, voire 3. Donc 2, c'est vraiment super faible. On a eu un scénario idéal, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a battu le record. Comment avez-vous vécu les 40e et 50e rugissements?
Rugissant. Ouais. Mais ils font des rugissements du coup. Donc les 40e et les 50e, alors c'est pas très bien montré sur cette carte, parce qu'elle est assez simple, mais c'est toute la zone en bas, là où il y a la flèche de Pauline, tout le tour par l'Australie et l'océan Pacifique. C'est toute la zone qui est autour de l'Antarctique, donc qui est très violente. Et moi je l'ai bien vécu parce qu'il y a eu peu de tempêtes, mais il n'empêche que la grosse tempête qu'on a eue au Kerguelen, c'était quand même un assez gros monstre, donc ça nous a bien secoué. Et ce qui est dur aussi, c'est les températures. Dans cette zone-là, l'eau, elle est à 4 degrés. L'eau, elle est à 4 degrés. Elle est très froide. Comme si, quand il fait 0 degré ici, il fait froid. On met les bonnets, on met les manteaux. Parfois, on dégivre les pare-brises. Ça t'est déjà arrivé d'enlever la glace sur la voiture? Ouais. Presque tout le temps. Ouais, parce que vous êtes dans les terres, donc il fait un petit peu plus froid d'ailleurs. Et voilà. Ça, c'est à peu près la température qu'il fait à l'intérieur du bateau dans lequel on n'a pas de chauffage. Donc voilà, vaut mieux être bien habillé. Température de l'eau et de l'air, du coup, à 4 degrés. Pourquoi as-tu voulu faire le tour du monde? Ah, bonne question. En fait, j'ai fait plein de courses dans ma vie. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et du coup, j'ai progressé. Et il y a des courses que j'ai gagnées, des courses où j'ai plutôt bien réussi, et donc j'ai progressé. Et puis un jour, il y a Romain qui est là, il est parti ce soir, qui est venu me voir avec les sponsors, avec Paprec Arkea, et qui m'ont dit est-ce que tu viendrais pas avec nous, on te prend pour faire le Vendée Globe. Et moi, ça faisait déjà 8 ans que je cherchais à faire le Vendée Globe, mais je trouvais pas de sponsors. Parce que sans les sponsors, c'était ta question de tout à l'heure, on peut pas payer les gens, ça coûte trop cher. Donc il faut absolument qu'on soit suivi. Donc voilà, et j'ai voulu faire le Vendée Globe parce que c'était un peu une des dernières étapes dans ma carrière, dans ma progression, et que je me sentais prêt. Voilà, mais il y a 15 ans, je me sentais pas prêt. Au début, je me disais, mais ils sont complètement fous ceux qui font ça. Voilà, j'en suis là. Et après, parce que c'est un petit côté aventure supplémentaire, en plus de la course. Moi, j'adore la course. J'adore designer le bateau, j'adore l'équipe et tout ce qu'il y a autour, j'adore les sponsors. Mais voilà, le petit plus, c'est vraiment que c'est un autre challenge, une aventure incroyable. Alors, j'ai vu que le micro était arrivé au milieu là-haut. Vas-y, à toi, je t'écoute. Quels sont tes futurs projets? Alors, les futurs projets, on a cette année un calendrier qui nous fait faire le tour de l'Europe. Donc, on fait Allemagne, Angleterre, Portugal, Espagne, France, Italie, Monténégro. On fait tout ça au mois d'août et de septembre. Et après, on va faire une course qui s'appelle la Transat Café l'Or. Quelqu'un connaît? Est-ce que ça avait un autre nom avant? Oui. La Transat Jacques Vabre, bien joué. Qui a changé de nom, ça s'appelle la Transat Café l'Or. Elle part d'où? Ah. Quelqu'un sait? Non, dites. Du Havre. Et pour arriver où? En Martinique. Voilà. Donc le Tour d'Europe, on le fait à 5 sur le bateau. Et la Transat Café l'Or, on l'a fait à 2. Ça, c'est le projet pour cette année. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place le projet pour le prochain Vendée Globe. Pour essayer d'aller le gagner cette fois-ci. Bon, on a déjà fait 2e. Ce qui va être très dur, c'est de refaire aussi bien, voire mieux. Ça, c'est vraiment pas évident. Allez, ouais, attends, on va faire au micro. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu aimerais aller retourner à un endroit pendant la course? Un endroit que j'ai vu pendant la course? Ouais. Écoute, ouais, carrément. J'ai adoré. Alors déjà, on voit pas beaucoup de choses. On voit beaucoup la mer. On voit pas beaucoup les îles et tout ça. Et j'ai eu la chance de passer juste à côté ici, là. On les voit pas dessinées, mais il y a les îles Auckland, ça s'appelle. Une très belle archipel. Et je t'avoue que je retournerais bien là-bas, mais pour les visiter, tu vois, en prenant le temps avec un vrai bateau d'expédition. Et après, pareil pour tout ce qui est la zone du Cap Horn, le Chili, l'Argentine et tout ça, qui sont des endroits magnifiques. Et là, je retournerais bien, mais avec le temps de visiter, pas juste passer devant comme ça. Qu'as-tu mangé quand t'es rentré? Ah, on l'a pas en photo, celui-là. J'ai mangé un poulet au curry, c'était mon premier plat que j'ai demandé.
Un poulet au curry, voilà. Et puis après, j'avais envie de légumes et de trucs comme ça, et de poissons frais. Parce qu'à la fin, t'as peut-être une photo nourriture, Pauline, ouais, nickel. Ah, tu vois, on mange dans des sachets comme ça, là. Tu vois le sachet plastique à gauche? Alors ça, c'est une tartiflette. Bon, à la fin, j'en avais un peu marre, en fait. J'en ai commandé trop. Et en fait, à la fin, j'en avais marre de manger dans un sachet en plastique. Ouais, voilà. Et ça, c'est la préparation de nourriture. Alors, celle qui s'occupe de la nourriture, c'est Pauline qui est là. Elle nous aide dans plein de sujets logistiques, on va dire, pour simplifier. Et donc, elle avait tracé des cases pour une journée. Et dans une journée, alors on n'a peut-être pas des journées complètes, là, mais c'est pas très grave. On va avoir, en gros, un petit-déj, un déjeuner, un dîner, des compléments en termes de snacks, des choses comme ça. Alors, on voit que d'ailleurs, tu vois, les plats de Noël, ils n'ont pas été livrés. Noël, tout ça, ça est arrivé après parce que c'était plus frais. Enfin, c'était... Voilà. Et donc nous, on a préparé comme ça 80 jours de nourriture. Et comme j'ai mis 65 jours, bah, il en restait un peu à la fin. T'as bien noté. Non, pas 5 jours. 15 jours, et en réalité, j'en ai pas mangé. J'ai pas tout mangé, donc il restait près de 20 jours. Est-ce que t'as un autre métier? Non, j'ai pas. Ça, c'est mon métier à temps plein. T'imagines la chance que j'ai? Mon métier, c'est de faire du bateau. Alors en réalité, je fais un peu plus que ça. Mais ça reste un métier exceptionnel et c'est un métier de passion. C'est vraiment ce que j'aime faire. C'est quoi le plus bel animal que t'as vu pendant toute la course? Ah, pendant la course, les albatros, je pense. J'ai vu un poisson-lune. Un poisson-lune, c'est quoi? C'est un gros poisson, il doit faire cette taille-là, quasiment 1,50 m de diamètre, avec des tout petits ailerons, puis il est comme ça, là, il flotte à la surface de l'eau, comme ça. Et ça se déplace pas très vite. Et franchement, c'était un peu la déception, mais c'est normal, on va tellement vite que même s'il y a quelque chose qui passe à côté, on a à peine le temps de voir ce que c'est. Donc voilà, c'était surtout les oiseaux que j'ai réussi à voir, parce que les oiseaux, ils nous suivent beaucoup. Ils suivent le bateau longtemps. Est-ce que t'as été dégoûté ou malade de la nourriture après? Est-ce que j'ai été malade de la nourriture? Non, pas trop. Ça peut arriver. Ça nous est déjà arrivé. Si un sachet de nourriture il est mal fermé, par exemple, et que nous on le mange, là on peut faire une intoxication alimentaire. Et donc il faut faire super attention. Il faut qu'on travaille avec des gens hyper professionnels qui savent très très bien préparer cette nourriture, parce que là, si on commence à manger des choses qui nous rendent malades, ça va pas bien fonctionner. Tiens, vas-y. Le petit en bleu, là. T'as une question? Ah, mais non, il y a un micro. Tu veux la faire sans le micro et je la répète? Non. Excuse-moi, je t'ai rendu timide. Allez. À quoi ils servent tes fils dans le bateau? Mes fils? Oui. Où est-ce que t'as vu des fils dans le bateau? Enfin, pour les fils les câbles. Oui. Ça, là? Les cordages? Ah, oui. Ah. Ça, c'est tout ce qui sert, comment dire, à manœuvrer le bateau, c'est-à-dire à diriger le bateau. La plupart des choses, c'est pour régler les voiles. Il y a plein de réglages sur une voile. Là, il y a 57 cordages à l'avant et il y en a 28 à l'arrière. Autant dire qu'il faut que je sache exactement ce que fait chacun. Parce que tu vois, là, il part dans un tunnel, là. Et ben, au bout, je les revois quasiment pas. Donc, si je tire sur le mauvais, je peux casser du matériel. Donc, avant de faire quelque chose, je réfléchis toujours. Beaucoup. Je suis très posé, très calme. Je fais rien dans la précipitation, parce que c'est trop facile de faire des bêtises. Est-ce que je vous fais un petit tour du cockpit, tant qu'on est là? Alors, on a fait... Vous avez vu le siège? Ouais, joli siège en carbone. Il est sur une suspension. Une suspension de VTT. Ça veut dire c'est un ressort qui absorbe, qui amortit les chocs. On le voit dans la vidéo, des fois je descends et je monte comme ça sur le siège. Ouais, et ben c'est lui qui amortit les chocs, parce que le bateau il a tellement d'impact avec la mer que c'est douloureux pour moi. Donc on a essayé de faire en sorte que ça soit plus confortable. Devant moi j'ai l'écran d'ordi sur lequel je fais la météo, les routages, donc les prévisions de route là où je veux aller dans les prochains jours. Je reçois les positions des concurrents. Je surveille aussi, il y a plein d'alarmes sur l'ordinateur. Tous les écrans du milieu, c'est tout plein de chiffres
qui m'indique si les tensions dans le bateau, les charges, le fonctionnement, savoir si on est en limite ou pas. Voilà. Et puis après, en bas, là, vous avez les winches. Les winches, c'est un peu comme un treuil. Et en gros, alors là, on le voit pas très bien. Mais là, il y a ce qui s'appelle la colonne. Vous avez déjà vu ça? C'est quand on fait ça sur la colonne. On tolère. Ouais. Et ben, quand je mets 30 kilos, la plupart d'entre vous, ils doivent peser 30 kilos, ça met 3 tonnes et demie de pression dans les winches. Voilà, donc ça démultiplie ma force. Il y a 6 vitesses dedans, comme sur un vélo. Et on choisit les vitesses en fonction de l'effort que l'on veut donner ou que l'on peut donner. Voilà. Et puis là, à gauche, tiens, on va se faire là. Là, vous rentrez dans la bannette. C'est là où je vais dormir, ici, à l'intérieur. Et là, voilà la bannette. Et la bannette, c'est un cadre, c'est des tubes avec une toile tendue dessus et un gros matelas en U pour pas que je roule, pour que je sois bien calé, comme dans un cocon, quoi, comme un bébé qu'on a bien enveloppé. Voilà, là on le voit là, dans ma couverture en polaire à gauche, avec un gros coussin pour bien me reposer. Parce que si c'est très important de se reposer, parce qu'on dort que 3 à 6 heures par nuit. Par jour, pardon, parce que pas par nuit, il n'y a pas de nuit et de jour en fait dans le sommeil. C'est on se repose quand on peut. Et donc ça, c'est très dur à gérer. Combien d'autres tours du monde vous pensez faire? J'avais dit un seul. Hein. Je pensais en faire un seul. Je pense que c'est parti pour en faire un deuxième. Voilà, je sais pas te répondre. Ça peut dépendre parce qu'après, il y a le Vendée Globe, mais il y a d'autres événements. Il y en a un autre qui s'appelle le Trophée Jules Verne. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a plusieurs bateaux qui ont essayé de le battre cet hiver. Il y en a aucun qui a réussi. C'est très dur à battre. C'est le tour du monde sans escale, sans assistance, mais en équipage. Et généralement, ils les font sur les gros trimarans. Voilà. Donc peut-être que j'en ferai un comme ça aussi. Je sais pas. Est-ce que t'as vu des requins? Non, pas de requin. Pour les animaux, albatros, dauphin sur l'arrivée, le poisson lune. C'est tout ce que j'ai vu, hélas. J'ai pas vu de mouettes. Oh si, ouais, pardon. Dans les oiseaux, j'ai peut-être un peu simplifié. Des mouettes, des frégates aussi. Tu sais ce que c'est qu'une frégate? Ah, bah tu demanderas à tes parents de te montrer sur internet. C'est un superbe oiseau aussi. Très, très facile à identifier. Des sternes. On en a ici, des sternes. Des frégates, je pense qu'on en a pas trop. Les sternes, c'est pareil, c'est un type d'oiseau. Alors là, je pourrais pas te le décrire, mais je sais à quoi ça ressemble. Bah, est-ce que c'est les sponsors qui payent tout ou vous aussi vous payez? Non, les sponsors payent tout. Les deux que tu vois là payent les 20 emplois de l'équipe, le bateau, le hangar, tout ça. Tout ce que tu vois, c'est payé par eux. Moi, c'est pas mon entreprise en réalité. Je suis juste là pour skipper le bateau. Pour être le skipper du bateau. Est-ce que t'as des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants. Donc, une qui est en CE1. Ouais, donc elle a 7 ans. Et une qui est en moyenne section, qui a 4 ans. Exactement, il y en a qui ont écouté. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà blessé en bateau pendant la course? Oui, dans d'autres courses. Dans celle-là, j'ai même pas ouvert la pharmacie une seule fois, donc je suis trop content. Je me suis blessé, je vais te raconter. Tu vois comment je suis? Bah, très bonne photo. Je suis à genoux, là. Et en fait, on passe pas mal de temps à genoux. Bah, parce que ça bouge beaucoup. Et en fait, ça bouge tellement que si tu veux faire quelque chose, t'es obligé de t'asseoir, t'es obligé de te poser, t'es obligé de descendre. Et sur les genoux, on se blesse au genou. On se fait des infections du genou assez graves. Et c'est un des problèmes modernes des skippers. On a ça et on a le dos. Le dos, on se blesse beaucoup au dos. Moi, je me suis blessé 8 fois au dos. Et aujourd'hui, je peux pas arrêter la préparation physique. Il faut que je fasse du sport 3 fois par semaine. Sinon, tout de suite, j'ai mal. Donc, il faut que je surveille vraiment ça. Quelle a été ta plus belle rencontre? Tu parles dans le Vendée Globe, là. Bah, le problème, c'est que je suis tout seul sur l'eau. Je réfléchis quand même s'il n'y a pas un moment.
Écoute, je sais plus trop ce qu'on a fait, parce que des fois, tu vois, on croise des gens qui sont en croisière, qui traversent l'Atlantique ou quoi, et ils nous connaissent ou ils ont entendu parler de nous, donc des fois, à la radio, on leur parle, et c'est vrai que c'est des rencontres assez sympathiques, donc ça, il y en a eu une ou deux. Voilà. Après, pour te dire la vérité, on voit pas grand monde. Hein. Voire, j'ai envie de te dire, quasiment personne. Ce qu'on voit, c'est des cargos et des pêcheurs. Est-ce que t'as déjà failli te noyer dans ton bateau? Alors, tant que je suis dans le bateau, probablement que je ne vais pas me noyer parce qu'il n'y a pas d'eau dans le bateau. Il peut y avoir une fuite, il peut y avoir de l'eau qui rentre, mais pas au point de me noyer. Par contre, si je tombe à l'eau, ce qu'il faut globalement éviter, parce que si je tombe à l'eau, c'est fini. Mon bateau, il part et personne ne me retrouvera. Ah bah oui. Quand t'es au milieu de la mer, quand t'es loin. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du point Nemo? Le plus éloigné de toute terre. Exactement. Au point Nemo, donc il est par là, sous un peu océan Pacifique, je sais pas trop où exactement, Pauline. Là, si t'as un problème, c'est 10 jours de sauvetage depuis la Nouvelle-Zélande. Personne d'autre ne pourra venir te secourir. Sauf les autres concurrents. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être devant eux, comme ça quand ils passent, après ils te ramassent. Et donc il faut faire super attention. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand je sors, je m'attache, je mets un gilet de sauvetage, je prends des balises de détresse sur moi pour que je puisse signaler où est-ce que je suis si je suis tombé à l'eau, même s'il y a peu de chances qu'on me retrouve. Et surtout, je ralentis le bateau. Le bateau, il va beaucoup trop vite. Pleine vitesse, c'est beaucoup trop dangereux. Du coup, je le ralentis à fond. Et alors là, on voit le matériel de sécurité. Alors on voit que des trucs qui vont pas servir. Non, bah voilà, il y a les bouées de sauvetage. Tu vois la petite boîte jaune en haut à droite là. Ça, c'est la balise de détresse du bateau. Si j'appuie sur le bouton, ça envoie une alerte au satellite qui revient à terre. Ils savent que j'ai un problème à bord. Si moi j'appuie là-dessus, c'est le plan hors sec quoi. Et là, c'est sûr que si on appuie là-dessus, les autres concurrents se déroutent, les cargos se déroutent, ils font tout pour nous retrouver. Ça, c'est vraiment la détresse absolue, celui-là. En gros, ça, c'est le bateau cool. C'est ce que Kevin Escoffier avait déclenché il y a 4 ans exactement, avant de monter, et en montant dans son radeau de survie. Excuse-moi. Qui? Ah, c'était un nom de skipper, excuse-moi, t'as raison, tu fais bien de me corriger. Il y a un skipper, il y a 4 ans, dont le bateau s'est cassé en deux. D'accord? Un skipper d'ici, de Lorient, on le connaît. Il sait comment? On a une photo de ce qui restait du bateau à un moment, ouais. Elle n'est pas publique, mais moi je l'ai vue. Et le bateau s'est cassé en deux, il s'est rempli d'eau. Il a eu le temps d'envoyer un texto sur son téléphone, je coule. Et là, il a sauté dans le radeau de survie. Donc on est super bien équipé là-dessus. Donc le radeau de survie, c'est comme une petite embarcation gonflable dans laquelle il y a un peu d'eau, un peu de nourriture et à peine de la place où se mettre. Et du coup, tu sautes dans le radeau de survie avec ses balises. Et il y a qui est venu le secourir? Jean Le Cam, exactement. Voilà. Et encore une fois, bah voilà, c'est la preuve que c'était le meilleur moyen de sauvetage, c'est les autres concurrents. Est-ce que tu avais le droit de choisir où est-ce que tu voulais aller? Exactement. Non seulement j'ai le droit de choisir où est-ce que je veux aller, mais je suis tout seul pour le décider. Je peux pas appeler à terre, je n'ai pas le droit d'appeler à terre pour dire où est-ce que je vais, quelle va être la météo, comment est-ce que je dois gérer ça. Tout est décidé par moi à bord du bateau. Je ne peux appeler l'équipe à terre que pour une chose, on va dire, pour réparer le bateau. Parce qu'il y a trop de sujets compliqués et je peux pas maîtriser tout parfaitement. Et du coup, si j'ai un problème, je leur dis, je leur prends des photos, je leur envoie et eux ils me disent ok, tu peux réparer ça comme ci, comme ça. C'est le seul truc. Je peux pas demander où aller, je peux pas demander la stratégie et je peux pas demander plein de types d'aide en tout cas. Alors, je suis fier. Vas-y. Est-ce que tu as une médaille? Ouais, pour l'instant j'ai rien eu, je crois.
On fait une remise des prix, je sais plus quand, le 10 mai, je crois, au Sable d'Olonne. Et là, on aura peut-être la médaille. J'espère surtout qu'il y aura du chocolat dedans. Non, une médaille. Ouais. Est-ce que à Noël, t'as eu des cadeaux? Ouais, à Noël, j'ai eu des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai eu Ah bah voilà, je m'en souviens bien. Ouais, ça fait partie des souvenirs qu'on. J'ai eu plein de photos, plein de dessins de mes filles. Ça, c'était trop cool. Ouais, j'ai eu des cadeaux de copains. J'ai eu une petite bouteille de champagne à boire. Je crois que je l'ai même pas bu. Écoute, là, ça me revient pas sur le moment. Je suis désolé. Mais voilà, il y avait quelques cadeaux, mais c'était petit, hein, parce que bah tu peux pas mettre des choses fragiles. Voilà, les choses se cassent dans les sacs et tout. Donc, la bouteille de champagne, c'est assez fragile, mais ça va. Ça passe. C'est moins fragile qu'un vase. Est-ce que t'aimes bien être en mer? Ouais, j'aime bien être en mer. C'est sympa. Alors, moi, j'aime pas trop être tout seul. C'est un peu dommage, hein, j'ai pas choisi le bon métier. Pourquoi? Parce qu'on se marre plus avec des copains et des copines. C'est plus drôle d'être à plusieurs. Mais ouais, écoute, c'est bien. Souvent, ça me met un peu de temps. En fait, ça change beaucoup du rythme de la Terre. Et je mets quand même quelques temps à m'habituer. Là, j'ai mis 3 semaines à m'habituer environ. C'est assez long, 3 semaines. Et tu es ami avec certains skippers? Ouais, on est plutôt très amis. Alors, je vais pas te dire que je connais les 40 skippers très bien. Mais je pense que j'en connais bien 20-25 parce qu'on fait les mêmes courses ensemble depuis longtemps. Donc, tu vois, Charlie Dalin, Seb Simon, Damien Seguin, Jérémy Bayou, Nicolas Luneven, je le connais à peu près depuis votre âge. Tu vois? Ouais, il était déjà tout petit. Il avait plus de cheveux surtout. J'ai le droit de le taquiner parce que je le connais depuis longtemps et qu'il n'est pas là. Est-ce que tu as fait quelque chose pour le Nouvel An? Nouvel An, je t'avoue, je crois que le Nouvel An, ça s'est pas super bien passé pour moi. C'est à peu près quand j'ai perdu la première place, je crois. Ouais, et en plus, je crois que c'est une nuit où j'ai cassé du matériel. Donc j'ai un peu galéré à le remplacer et tout. Donc si tu veux, le Nouvel An, il est un peu passé inaperçu pour moi. Mais ton bateau, tu t'en sers pour les courses, mais est-ce que tu t'en sers aussi pour t'entraîner? Ouais, alors on n'a qu'un seul bateau, hein, bien sûr. Donc il sert pour faire toutes les compétitions avant le Vendée Globe, tous les entraînements, voilà, tout ça. Donc, alors je sais pas te dire, mais le bateau, il va passer. Alors on va faire différemment. Le bateau, il va passer 6 mois de l'année sur l'eau, donc à peu près de avril-mai jusqu'à octobre-novembre environ, tu vois. Et en gros, il va passer 6 mois en chantier. Parce que ça demande beaucoup de travail pour l'entretenir, l'améliorer en permanence, parce que c'est des bateaux de course, donc en permanence, on cherche à le faire aller plus vite. Voilà. Est-ce que ton père ou ta mère aussi, ils étaient professionnels? Non, pas professionnel de voile. Alors ma mère, elle navigue pas beaucoup, à part en croisière. Mon père, il a fait quelques courses comme ça, mais clairement en amateur. C'est un bon marin, mais c'est pas un bon régatier. Il m'en voudra pas de lui dire ça. Pour toi, comment s'est passé le Vendée Globe? Bah écoute, c'est bien une bonne question. Écoute, ça s'est bien passé. Alors déjà, parce que le résultat, il est pas trop mal. Deuxième, je suis assez content. C'est clairement dans nos objectifs. Et ensuite, j'ai bien aimé. En fait, je croyais, avant de partir, que j'allais pas du tout aimer le Vendée Globe. Vraiment. Hein. C'est une épreuve qui est très très dure. Mais le fait de
d'être à l'avant de la flotte, le fait que ça se passe bien, de pas avoir beaucoup de casse, d'avoir eu plutôt du beau temps, le fait d'avoir un super bateau, on a un bateau absolument génial, et ben franchement ça s'est bien passé. Et l'autre truc c'est que vous voyez le Vendée Globe pendant 2 mois, mais moi mon Vendée Globe c'était 2 ans en fait. C'est toute la préparation avant, c'est hyper long et tout ça, c'est un vrai tunnel sportif. Faut réaliser qu'en 1 an, un petit peu plus d'1 an, on a traversé 4 fois l'Atlantique et on a fait un tour du monde. Alors je suis pas souvent à la maison. Est-ce que tu as eu des avaries pendant la course? Et ben alors l'avarie, ouais, j'ai eu alors l'avarie que certains ont peut-être entendu, mais je l'ai pas filmé, c'était de nuit. J'ai une voile qui est tombée d'en haut. Peut-être sur une des photos, Pauline. En fait, les voiles, elles sont accrochées tout en haut du mât. Voilà, exactement. Tu vois, la voile de devant là, qui est en triangle, en haut, elle est accrochée. Ça s'appelle un hook. Alors c'est un système qui l'accroche, quoi. Et ça a cassé. C'est pas supposé casser, hein, clairement, mais ça a cassé. Et donc toute cette voile-là, elle est tombée dans l'eau. Et donc je me suis retrouvé à ramasser 200 mètres carrés de tissu. Alors le bateau arrêté et tout ça, parce que je voulais pas laisser ça aux poissons, quoi. Je voulais pas polluer la mer avec mon matériel. Donc ça, je l'ai remonté à bord. Après, il y a eu 1 ou 2 trucs en informatique. Il y a eu le siège qui a cassé un peu, donc j'ai fait des collages. J'ai fait un petit peu de ce qu'on appelle du composite, du carbone. Voilà, quelques petites réparations à droite à gauche, mais pas grand-chose d'autre. Est-ce qu'il y a que ceux qui n'ont pas posé de questions pour l'instant qui peuvent lever la main? Ceux qu'on a déjà posé, il faut la baisser. Non, toi, t'as déjà posé, toi. Ok, ce sera plus simple parce qu'on sait plus à qui distribuer le micro. Parfait, merci. Quelle est la première chose que tu as fait en rentrant chez toi? Je me suis occupé de mes filles qui avaient la grippe. Donc j'ai chopé la grippe. Du coup, j'ai passé une semaine au lit. Et écoute, je me demande si c'était pas le meilleur truc pour moi. Parce que au moins, je me suis reposé. Sinon, j'aurais pas arrêté. Et en fait, une de mes satisfactions, ce dont je suis très content, c'est d'avoir récupéré, d'être en forme après 1 mois de retour à terre. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Et donc ça c'est génial, parce que des courses comme ça peut durer 2 mois, mais tu peux mettre 4 mois à t'en remettre. C'est très très long en récupération. Et récupérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se lever le matin, parce que on est trop fatigué, pas faire de sieste l'après-midi, être capable de se concentrer, être capable d'aller refaire du sport. Voilà, tout ça. Et souvent, on est incapable de faire tout ça. Quel sport t'a manqué pendant la course? Je sais pas. Quel sport m'a manqué? Ben, je suis pas le sport au quotidien, donc j'ai pas eu trop de manque. Et puis en plus, tu sais, à bord, on a Internet, quasiment comme à la maison. Et du coup, bah, si je voulais regarder les résultats des matchs de foot ou de rugby ou je sais pas trop quoi, bah, c'était pas très compliqué pour moi. Donc je suivais l'actualité tous les jours. Tu préfères être sur le bateau ou sur la terre? Les deux, mon général. Bah, c'est les deux. J'ai pas de préférence, c'est un ensemble. Mais j'ai la chance de pouvoir faire les deux et ça, c'est génial. Quelle course a fait ton père? Oh, alors là, des courses pas connues. Si, peut-être une qui est dans 1 mois, le Spi West France. Ça parle à certaines personnes, c'est à la Trinité, il y a beaucoup de bateaux. Mais c'est une course amateur, c'est une course géniale, c'est trop bien, je vais la faire d'ailleurs. Mais voilà, c'était ce niveau-là, c'était la voile plaisir, quoi. Lui, c'était pas un métier, la voile. Lui, il avait un autre métier à côté. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver deuxième? Bah écoute, j'étais super content. Alors j'aurais peut-être préféré arriver premier, tu vas me dire. Mais j'étais très content parce que c'est une épreuve hyper dure. Si tu veux, il y a plein de petits détails qui peuvent faire que tu rates ta course.
Et ça, c'était ma hantise à moi. C'est ce qui me faisait le plus peur. C'était de faire un mauvais résultat et de devoir faire tout le tour du monde en sachant que je vais faire, je sais pas, 10e ou 15e. À savoir que quasiment toutes les courses d'avant, j'ai fini premier ou deuxième. Donc, si tu veux, on est un peu habitué. Mais quand on a commencé le projet il y a 3 ans, on savait pas quel niveau on allait atteindre. On savait pas si on allait être 5e, 4e, 3e, tu vois. Là, et souvent, donc on disait, nous, on veut être dans les 5 premiers. Parce qu'en fait, tout le groupe de devant, ils sont super forts. C'est des très bons marins avec des très bons bateaux. Très entraînés. Et c'est ça qui est génial. Par contre, bah, c'est hyper dur. Et du coup, bah, finir deuxième dans quelque chose qui est dur, c'est déjà pas mal. Puis comme ça me laisse une chance d'y retourner une fois. La dernière question, peut-être? Est-ce que tu as rencontré Pipe Art? Bah, je l'ai rencontré au ponton, avant le départ. Mais je la connais pas très bien, tu vois. Mais pourquoi tu l'aimes bien? C'était ton skipper. Oh, la pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a abandonné. Et elle a abandonné pourquoi? Tu peux me remettre la première photo? Je sais pas. Tu sais pas pourquoi elle a abandonné? Quelqu'un sait? Sans lever le doigt, dites-le. Ouais, problème sur le bateau, ça c'est sûr, mais le mât est tombé dans l'eau. Le mât, c'est quoi? Qu'est-ce qui tombe dans l'eau quand on démate? Les voiles, le mât, la baume, les outriggers, tout ça c'est dans l'eau. Ça pèse une demi-tonne, ça pèse 500 kilos. C'est dans l'eau, ça tire le bateau, ça casse le bateau. Donc t'es obligé de tout couper, t'es obligé de tout laisser partir au fond de l'eau. Ça coûte très cher, ça empêche de finir la course. Donc c'était vraiment dur pour elle. Elle a vraiment vécu un moment très très dur. Et du coup, tu peux même pas ramener ton bateau par la mer, enfin pas en naviguant. Tu es obligé de le mettre sur un cargo pour qu'il revienne, puisqu'il a plus le mât, donc il peut plus avancer. Et là, je crois qu'on était arrivé à la dernière question. Ah ouais. Ouais, je suis désolé, je pourrais pas prendre tout le monde. Allez, vas-y. Alors ça pollue le mât quand il tombe dans l'eau. Exactement, t'as raison. Ça fait partie de ce sport. On sait pas faire autrement. Un peu comme quand on prend la voiture, on brûle du gasoil, ça pollue. Quand on achète un téléphone, ça pollue. Quand on mange, ça pollue. Quand on fait plein de choses, ça pollue. Voilà, il faut juste pas que ça arrive trop souvent. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup des dématages. C'est le seul, je crois, qu'il y a eu dans ce Vendée. Non, il y en a eu 2 avec Cali après. Il y a eu 2. Ouais, Arnaud Boissière, t'as raison. Arnaud Boissière, il a dématé. Donc, comment? Il y a eu des voiles, mais abandonnées dans l'eau, je suis pas sûr qu'il y en ait eu tant que ça. Il y en a beaucoup qui les ont ramassés. Sûrement 1 ou 2 qui ont dû y rester. C'est souvent pas par mauvaise volonté, parce que nous, on navigue sur l'océan. L'océan, on l'adore. On n'est pas là pour le polluer. Mais bon, voilà, on fait un sport mécanique dessus. Ça fait partie des choses, ça fait partie de l'équation, et c'est vrai pour beaucoup d'activités humaines. Donc voilà.